Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine en direct de la rédaction. Le magazine de ce mois de juin sera entièrement consacré aux commentaires de la loi pour la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte. Cette loi touche l'ensemble des domaines qui intéressent nos abonnés. En quelques chiffres, la loi Pacte, ce sont 11 mois écoulés entre le projet et la publication au journal officiel après le passage au Conseil constitutionnel, 221 articles révisant les étapes de développement de l'entreprise depuis sa création et son financement, la protection des innovations, la transformation de la profession du chiffre, la simplification du décompte des effectifs sécurité sociale, la réforme de l'épargne salariale et de l'épargne retraite et l'aménagement du régime des PEA et PEA-PME. À la suite de la publication du dossier Loi Pacte dans le feuillet hebdomadaire du 23 mai dernier, toutes les rédactions de la revue fiduciaire, comptable, sociale, vie des affaires et fiscales se sont donc mobilisées pour ce numéro spécial. Et avec une actualité particulièrement riche pour les professionnels du chiffre, commissaires aux comptes et experts comptables, ainsi que pour les entreprises sur les dispositions relatives à la simplification et à la confidentialité des comptes, c'est le volet comptable qui ouvre ce magazine. Pour cette présentation, j'accueille Alexandra Timsit, chef de rubrique RF Comptable. Bonjour Alexandra. Bonjour Marianne. Alors commençons par le volet simplification et confidentialité des comptes. La loi Pacte a introduit dans le Code du commerce la catégorie des moyennes entreprises, ainsi que des dispositions allégeant la présentation de leurs comptes et de leur publicité. Elle a également introduit des mesures pour les petites entreprises. Alexandra, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, en effet, donc, la catégorie des moyennes entreprises, prévue par la directive européenne de 2013, est reprise. Il s'agit d'une catégorie intermédiaire entre la petite entreprise et la grande entreprise. Donc les seuils qui ont été définis par un décret d'application sont, en fait, pour les moyennes entreprises, elles seront supérieures au seuil des petites entreprises, sans toutefois dépasser deux des trois critères suivants qui sont 20 millions d'euros pour le total bilan, 40 millions d'euros pour le chiffre d'affaires hors taxe et 250 salariés. S'agissant des allègements qui s'appliquent pour la moyenne entreprise, on a les présentations simplifiées du compte de résultat et elles auront aussi, la loi Pacte prévoit la possibilité de rendre public qu'une présentation simplifiée du bilan et de l'annexe. Le même décret d'application a également en fait relevé, comme vous le disiez, au niveau des petites entreprises, les seuils des PE qui changent et qui sont rehaussés à 6 millions d'euros pour le total bilan, 12 millions d'euros pour le chiffre d'affaires hors taxe et 50 salariés. Le seuil d'effectif est quant à lui inchangé. L'ensemble de ces seuils sont applicables à compter du 31 mai 2019. La conséquence est qu'un plus grand nombre d'entreprises entrent dans la catégorie des PE et pourront bénéficier des allègements propres aux petites entreprises. On pense tout de suite aux amortissements des fonds commerciaux sur 10 ans, à la dispense de rapports de gestion, à la présentation simplifiée des comptes et à la confidentialité des comptes. Il reste néanmoins encore un règlement de l'ANC qui va nous préciser les modalités de la présentation des comptes simplifiés. Oui, donc si je comprends bien sur ce premier volet, il ne reste plus qu'à attendre le règlement de l'autorité des normes comptables qui viendra préciser la présentation simplifiée des comptes annuels pour les moyennes entreprises. Mais une mesure phare, retenant particulièrement l'attention, porte sur le changement de périmètre d'action des commissaires aux comptes. Les règles de leur désignation sont en effet bouleversées par la loi Pacte et ont provoqué un choc pour la profession du chiffre. Qu'en est-il à ce jour ? Oui, effectivement, la loi Pacte a défini des nouvelles règles pour la désignation des commissaires aux comptes et a également défini des nouveaux seuils d'audit. Donc, ces nouveaux seuils ont été définis par un décret qui a été publié le 26 mai dernier et donc qui a fixé les choses. Désormais, sont tenus de désigner un CAC les sociétés commerciales, quelle que soit leur forme, qui franchissent deux des trois critères suivants, qui sont 4 millions d'euros pour le total bilan, 8 millions d'euros pour le chiffre d'affaires hors taxe et 50 salariés. Rappelons à ce titre qu'antérieurement, avant les dispositions de la loi Pacte, les SA et les SCA étaient tenus de désigner un commissaire aux comptes, sans condition de seuil. Donc l'impact, la conséquence est la perte de mandat pour les commissaires aux comptes, pour toutes ces sociétés. Mais il y a aussi des nouveaux cas de désignation de CAC obligatoires qui vont, à l'inverse, augmenter le champ d'intervention des CAC.
Est-ce que vous pouvez nous spécifier ces autres cas, Alexandra? Oui, alors il s'agit des nouveaux cas de nomination obligatoire dans les sociétés appartenant à des petits groupes. Donc on distingue d'une part la désignation obligatoire au niveau des sociétés têtes de groupe, dès lors que l'ensemble formé par la société contrôlante et les sociétés qu'elle contrôle franchissent deux des trois critères suivants: 4 millions d'euros pour le total bilan, 8 millions pour le chiffre d'affaires hors taxe et 50 salariés. Et d'autre part, obligation de désigner un CAC au sein des filiales significatives des sociétés appartenant à ce petit groupe et qui sont contrôlées directement ou indirectement par la société tête de groupe, dès lors qu'elles franchissent donc deux des trois critères suivants: 2 millions d'euros pour le chiffre d'affaires total bilan, 4 millions d'euros pour le chiffre d'affaires hors taxe et 25 pour le seuil de l'effectif. Pour ces deux nouveaux cas de désignation obligatoire du CAC, la loi Pacte prévoit une mission spécifique, mission légale audit petite entreprise, la mission ALP, dont la durée est limitée à 3 ans. Mais si vous le voulez bien, je reviendrai dessus juste après. Très bien, alors en attendant de pouvoir nous préciser le contour de cette nouvelle mission, est-ce que vous pouvez nous indiquer l'entrée en vigueur de ces nouvelles règles de nomination? Oui, donc l'entrée en vigueur des nouvelles règles de désignation ainsi que des seuils qui ont été fixés d'audit était conditionnée à la publication du décret d'application. Le décret étant publié au 26 mai, ça a déterminé la date d'entrée en vigueur au 27 mai 2019. Donc ces nouvelles règles vont s'appliquer en métropole aux exercices qui vont clôturer à compter du 27 mai 2019. L'application, en revanche, de cette réforme est différée dans les territoires d'outre-mer au 1er janvier 2021. D'accord. Et qu'en est-il pour les mandats de CAC en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi Pacte, soit le 27 mai 2019? Oui, donc pour tous les mandats en cours, il s'agit d'une disposition transitoire de la loi Pacte. Donc les mandats en cours vont se poursuivre jusqu'à leur date d'expiration. On rappelle que les CAC sont nommés pour 6 ans, donc l'entrée en vigueur de ces dispositions vont entrer en vigueur de manière différée selon le stade d'avancement du mandat du CAC. D'accord. Toutefois, les sociétés qui ne dépassent pas 2 des 3 nouveaux seuils d'audit fixés, au titre du dernier exercice clos antérieurement au 27 mai 2019, pourront choisir, en accord avec leur CAC, qu'il poursuit en fait son mandat selon les modalités de la mission ALP, voilà, qu'on développera juste après. Très bien. Si on prend l'exemple, juste à titre d'illustration, si on prend l'exemple d'un mandat d'un CAC dans une SA qui porte sur les exercices allant de 2018 à 2023, sur l'année 2018, en fait, il a certifié les comptes de manière classique pour la clôture au 31/12/2018 et à partir en fait de 2019, à partir de l'année où la loi Pacte s'applique, la société pourra demander, si elle ne franchit pas 2 des 3 seuils d'audit, donc on les rappelle, 4 millions pour le total bilan, 8 millions pour le chiffre d'affaires et 50 salariés. Si, au titre de la dernière clôture, elle ne franchit pas 2 des 3 seuils, elle pourra demander à son CAC qu'il effectue jusqu'en 2023 sa mission selon les modalités de la mission audit légal petite entreprise, la mission ALP. Très bien, merci. D'autres mesures transitoires ont été définies. Elles portent sur le mandat du CAC qui arrive à expiration cette année. Oui, donc dans le cas où le 6e exercice du mandat du CAC est clos à compter du 31 décembre 2018, la dispense de désignation d'un CAC va pouvoir s'appliquer dès cette année. Il y a quand même 2 conditions. Il faut que la société n'ait pas franchi au titre de cette dernière clôture, c'est-à-dire au 31/12/2018, 2 des 3 seuils, qui sont 4 millions pour le total bilan, 8 millions pour le chiffre d'affaires hors taxe et 50 salariés, et que la tenue de l'Assemblée générale n'ait pas eu lieu avant le 27 mai, ni en fait que cette Assemblée, si elle a eu lieu, ait déjà désigné un commissaire aux comptes. Très bien. Alors, il est temps de passer à la mission ALP. Cette mission ALP définit les contours de l'audit légal des petites entreprises. Il est temps de nous en dire plus, Alexandra, maintenant. Donc, effectivement, la mission audit légal des petites entreprises s'adresse à 4 catégories de sociétés. Donc, on a les 4 cas, c'est les sociétés qui vont être en dessous des seuils d'audit obligatoires et donc qui vont choisir de nommer volontairement un CAC. On a les 2 cas dont on avait parlé, c'est pour les sociétés qui font partie d'un petit groupe, donc d'une part les sociétés têtes de groupe ainsi que leurs filiales significatives.
Et enfin, pour les mandats du CAC qui se poursuivent, et donc où la société pourra choisir en accord avec son CAC que la mission se poursuive selon les modalités de cette mission. Donc cette mission, elle a des caractéristiques propres. Déjà, sa durée, elle dure 3 ans, contrairement à la mission classique qui dure 6 ans. Et le CAC a des diligences spécifiques tout au long de cette mission. Et notamment, on pense à l'établissement d'un rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion auxquels la société est exposée et qui est présenté comme un diagnostic de la performance de l'entreprise à destination du dirigeant. Donc ça va être la valeur ajoutée que le CAC va proposer aux clients, notamment à ceux qui nomment volontairement un CAC. Cette mission s'accompagne également d'allègements. Donc le CAC ne sera plus tenu, dans le cadre d'une mission ALP, d'établir par exemple le rapport sur les conventions réglementées ou d'autres rapports lorsque par exemple une SA se transforme. S'agissant de la mission de certification légale du rang ALP, il s'agit d'un audit qualifié d'assurance raisonnable. Et sinon, classiquement, lors de cette mission, le CAC révèle au procureur de la République les faits délictueux qu'il rencontre. Il met en œuvre toutes les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Et enfin, s'il y a des événements qui sont susceptibles de remettre en cause la continuité d'exploitation, il lancera la procédure d'alerte. Le CAC s'appuiera en fait aura pour cadre de référence la nouvelle NEP 911, qui est propre à cette nouvelle mission, qui est au niveau de l'audit légal des petites entreprises et qui détaille toutes les modalités de cette mission. Merci pour cette précision. En dehors de cette révision des seuils et des nouvelles règles de désignation des CAC, la loi Pacte prévoit-elle d'autres mesures visant les CAC ? Oui, donc pour contrecarrer effectivement à la perte de mandat des CAC, la loi Pacte a prévu d'autres mesures qui vont poser les nouvelles bases de la profession des commissaires aux comptes. Et parmi ces nouvelles mesures, on relève notamment la libéralisation des services non audits. On pense aussi notamment aux missions de conseil, mais dans certaines limites. L'assouplissement de l'interdiction d'exercer des activités commerciales à titre accessoire, à l'instar des experts comptables. Une autorisation à participer à des sociétés pluriprofessionnelles d'exercice et on n'oublie pas la passerelle pour tous les titulaires du CAF-CAC qui pourront s'inscrire au tableau de l'ordre des experts comptables pendant 5 ans. Mais pour l'entrée en vigueur de ces mesures, on attend encore des modifications du code de déontologie. D'accord, on aura l'occasion d'en reparler. Ouais. Sur le champ de l'expertise comptable, la loi Pacte n'a-t-elle pas également apporté des nouveautés et qu'est-ce que ça change pour la profession du chiffre ? Oui, effectivement, les experts comptables ont aussi eu leur lot de nouveautés. Donc, on pense aux honoraires de succès, on pense également à l'élargissement des mandats de règlement et à l'extension des missions qui constituent les nouveautés pour l'expert comptable. Si on revient juste sur les honoraires de succès, elles sont désormais autorisées, mais ces rémunérations complémentaires ne peuvent s'appliquer dans le cadre de missions, par exemple, qui font l'objet de la prérogative d'exercice, ni pour déterminer l'assiette fiscale et sociale. Donc ça, c'est les garde-fous qui ont été mis en place au niveau des honoraires de succès. Pour tout ce qui est les mandats de paiement, donc avant la loi Pacte, les experts comptables étaient autorisés de régler les créances de leurs clients fiscales et sociales et de recouvrer leurs créances et de payer leurs dettes fiscales et sociales. Et désormais, ça s'élargit à l'ensemble des dettes et des créances. Donc pas forcément fiscales, pas forcément sociales. Et enfin, la grande dernière nouveauté, c'est les nouvelles missions qui sont autorisées, enfin les nouvelles missions pour l'expert comptable. Et on pense aux nouvelles missions numériques, environnementales et les missions d'ordre financier. Merci Alexandra pour ce point très complet. Au vu de ces nombreux changements pour les professionnels du chiffre, il est clair que la loi Pacte n'a pas fini de faire parler d'elle. Nous aurons donc l'occasion de recevoir l'équipe RF Comptable pour commenter les précisions qui feront l'actualité de demain. Et pour plus d'informations, je vous invite à vous référer au numéro de RF Comptable du mois de mai et de juin 2019. Passons à présent au volet social de ce magazine. Plusieurs seuils d'effectifs des salariés connaissent d'importants changements avec la loi Pacte. Nous accueillons Karina Flalo pour nous présenter dans les grandes lignes les mesures qui seront applicables à partir du 1er janvier 2020. Bonjour Karine. Bonjour Marianne. Alors effectivement, il est clair que compte tenu de leur multitude, les seuils d'effectifs constituaient un environnement juridique complexe
et on peut même dire un petit peu illisible pour les entreprises. Et on le comprend d'ailleurs quand on lit l'étude d'impact de la loi, puisque dans cette étude, eh bien, on a recensé pas moins de 199 seuils quand même. Alors tout code confondu, mais ça fait un sacré chiffre, même si évidemment un certain nombre de ces seuils sont identiques. Alors les pouvoirs publics, eh bien, ils ont voulu rationaliser les seuils d'effectifs en les regroupant autour de 3 niveaux principaux qui sont fixés à 11, à 50 et à 250 salariés. Voilà, donc la loi Pacte, finalement, dans ce contexte, elle a supprimé certains seuils et elle en a relevé plusieurs autres. Et est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de seuils qui ont été relevés? Oui, alors, eh bien, on a plusieurs seuils sociaux, par exemple, qui étaient fixés à 20 salariés et qui sont relevés à 50 salariés. Alors, je vais vous donner 2 exemples. Premier exemple, c'est l'obligation d'établir un règlement intérieur dans l'entreprise. Donc maintenant, cette obligation interviendra à partir de 50 salariés. Et puis, autre exemple, c'est l'assujettissement à la participation à l'effort de construction. Alors, je rappelle tout de même que rien ne change avant le 1er janvier 2020. Voilà, c'est dans quelques mois. Alors, toujours dans ce souci de simplification, eh bien, la loi Pacte a aussi harmonisé les modes de calcul des effectifs prévus dans différentes législations, dont la législation du travail, sur la base de l'effectif dit sécurité sociale. Cet effectif est actuellement applicable à l'ensemble des règles de calcul et de recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale. Je précise simplement que les catégories de personnes incluses dans l'effectif et les modalités de leur décompte seront ajustées plus tard par décret. Et à quel seuil d'effectif prévu par le Code du travail est étendu ce décompte sécurité sociale? Alors là aussi, je ne peux pas tous vous les citer, il y en a beaucoup, mais on peut en évoquer certains, notamment l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés pour les entreprises d'au moins 20 salariés, l'assujettissement à la participation aux résultats pour les entreprises d'au moins 50 salariés, la législation sur les chèques-vacances qui comporte des avantages en deçà de 50 salariés et la participation des entreprises au financement de la formation professionnelle dont le taux varie selon que l'entreprise compte 11 salariés ou moins. Alors, la loi Pacte ne s'est pas arrêtée là et toujours dans cet objectif de simplification, elle a aussi mis en place un mécanisme unifié de limitation des effets de seuil. Voilà, mécanisme qui s'applique aux effectifs calculés selon les règles sécurité sociale. Vous faites ici référence au mécanisme qui retarde de 5 ans les effets de seuil, c'est ça? Oui, oui, exactement. En fait, qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Eh bien, ça veut dire que lorsqu'un seuil est franchi à la hausse, il ne va produire d'effet que si le nouveau seuil est atteint ou dépassé pendant 5 années civiles consécutives. Voilà. Donc finalement, qu'est-ce que ça veut dire ici? Eh bien, ça implique que seules les entreprises qui vont avoir durablement franchi un seuil vont être soumises à de nouvelles obligations ou vont perdre les avantages dont elles bénéficiaient. Voilà. Donc ici, ça va concerner les dispositions du Code de la sécurité sociale qui sont liées à un seuil d'effectif et puis les dispositions des autres codes qui se réfèrent expressément à l'effectif sécurité sociale. Alors du coup, question, comment fonctionne ce mécanisme lorsqu'une entreprise repasse en dessous du seuil sur une année civile? Alors dans ce cas-là, en fait, l'entreprise va bénéficier d'un nouveau délai de 5 ans en cas de franchissement à la hausse de l'effectif. Donc ici, finalement, on remet les compteurs à zéro. Voilà. Il faut vraiment 5 années civiles consécutives. Si c'est 3 ans, qu'on change de seuil, on repart de zéro. Voilà, c'est ces 5 années. Donc ici, il y a vraiment une volonté du législateur de protéger les entreprises qui ont en réalité un effectif qui fluctue. Très bien. Merci Karine pour ces éléments d'information que vous pouvez retrouver en détail dans notre feuillet hebdomadaire 3793 spéciale loi Pacte ou encore dans notre revue RF Social du mois de mai 2019. Passons à présent au droit des sociétés avec Noël Tabary de la rédaction juridique.
Bonjour Noël. Bonjour Marianne. Noël, vous nous présentez aujourd'hui différentes répercussions de la loi Pacte sur la direction d'une entreprise. Oui, étant donné l'ampleur de la loi Pacte et de ses modifications en droit des sociétés, je n'aborderai aujourd'hui que les modifications qui sont importantes pour les entrepreneurs et pour les dirigeants de PME. Très bien, c'est parti. Alors, la loi Pacte s'est en effet intéressée aux dirigeants d'entreprise, par exemple à leur rémunération, mais pas seulement. Elle s'est aussi penchée sur le statut de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée et sur la situation du conjoint du chef d'entreprise. Commençons, si vous le voulez bien, par la rémunération des dirigeants d'entreprise. Certaines jeunes entreprises peinent en début d'activité à trouver des dirigeants qualifiés par manque de moyens pour les rémunérer. Elles n'ont pas toujours la possibilité d'offrir par exemple des jetons de présence aux administrateurs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ? Pour remédier à ce problème, des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises, aussi appelés BSPCE, ont été créés en 1998 afin d'aider les startups et les PME à attirer des administrateurs lorsqu'elles n'avaient pas encore les moyens de leur offrir des rémunérations suffisamment attractives. Donc la liste des bénéficiaires de BSPCE était limitée jusqu'à présent. On ne pouvait en attribuer qu'à des salariés ou des dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, ou encore, sous certaines conditions, aux salariés et dirigeants de filiales de la société émettrice des bons. Donc il était temps d'élargir le champ d'application de cette liste, et c'est ce qu'a fait la loi Pacte. Désormais, les SA et les SAS peuvent offrir des BSPCE aux administrateurs, aux membres du conseil de surveillance ou à tout organe statutaire équivalent en fonction de la forme sociale. Et du côté des conditions d'attribution des BSPCE, pas de changement ? Non, alors les conditions d'attribution n'ont pas changé. Par contre, le régime fiscal d'attribution a été ajusté aux nouveaux bénéficiaires des BSPCE. Et Sophie Merchat de la rédaction fiscale reviendra sur ce point tout à l'heure. Je voudrais préciser que l'expression « jeton de présence » a été purement et simplement supprimée par la loi Pacte parce qu'elle était connotée de façon négative. Donc elle renvoyait, dans l'image que se fait parfois le public, à un administrateur qui se borne à siéger au conseil d'administration, aux réunions. Et donc on ne parlera à présent plus de jeton de présence, mais de rémunération. Très bien, merci pour cette précision. La loi Pacte ne s'est pas seulement penchée sur la rémunération des dirigeants d'entreprise, mais aussi sur leur capacité à consentir des avances en compte courant à la société. Oui, alors jusqu'à présent, une SARL, une société civile ou une société par action pouvait, afin de se financer, recevoir des avances en compte courant de la part de ses associés ou dirigeants. Mais pour cela, plusieurs conditions devaient être respectées, bien sûr. Donc d'une part, l'associé ou l'actionnaire devait détenir plus de 5% du capital social. Cette condition, elle a été supprimée par la loi Pacte. D'autre part, seuls les gérants, les administrateurs ou membres du directoire ou du conseil de surveillance étaient autorisés à consentir ces avances. Donc désormais, les directeurs généraux délégués ainsi que les présidents de SAS pourront eux aussi aider la société à se financer. Et enfin, pour clore ce premier point sur les dirigeants des sociétés, venons-en au sujet des conventions qui peuvent être conclues entre un dirigeant de société et la société. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Oui, alors il existe, comme on le sait, une procédure de convention réglementée au sein des sociétés. Sont concernées les conventions conclues, je le rappelle, directement ou par personne interposée entre la société et un dirigeant ou un associé dans une SARL, ou encore un actionnaire détenant plus de 10% des droits de vote. Donc la loi Pacte, elle a renforcé ce contrôle dans les SA. Jusqu'à présent, il était dit que la personne intéressée à une convention réglementée, elle devait informer le conseil d'administration pour obtenir son autorisation. Depuis l'entrée en vigueur de la loi Pacte, ce devoir d'information, il incombe à la personne directement intéressée, mais aussi à la personne indirectement intéressée. Et qu'est-ce que ça signifie concrètement pour les dirigeants de SA ? Alors en pratique, il est maintenant clair que s'il tire un intérêt indirect d'une convention, l'administrateur ou le membre du conseil de surveillance, il ne pourra plus prendre part au vote du conseil d'administration pour autoriser la convention, mais pas non plus aux délibérations de l'Assemblée qui va approuver la convention a posteriori ou pas, en fonction. D'accord. La personne intéressée par la convention n'avait pas le droit de participer au vote de l'Assemblée. Ces actions n'étaient donc pas prises en compte dans le calcul du quorum et de la majorité de ce vote. Est-ce que cette règle a changé ? Alors, elle change en partie. Les actions de la personne directement ou indirectement intéressée, elles sont maintenant prises dans le calcul du quorum.
Et ça devrait permettre à l'Assemblée de procéder à un vote utile dès la première convocation. Merci pour ce point sur les dirigeants des sociétés. Passons maintenant à un autre sujet, celui de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, appelé aussi EIRL. Le statut de IRL, qui a été instauré le 1er janvier 2011, reste jusqu'à présent méconnu. Est-ce que vous pouvez nous en rappeler les grandes lignes? Bien sûr. Alors l'atout majeur de l'EIRL, c'est la possibilité pour l'entrepreneur d'affecter une partie de son patrimoine exclusivement à son activité professionnelle à travers une déclaration d'affectation. C'est là tout l'intérêt de choisir ce statut. En pratique, donc, l'entrepreneur il peut, grâce à cette déclaration, protéger son patrimoine personnel. Donc, admettons que son activité décline et qu'il fasse l'objet d'une liquidation judiciaire. Seuls les biens affectés à son activité professionnelle pourront être vendus par le liquidateur. Les biens personnels seront préservés, sauf bien sûr si l'entrepreneur s'est porté caution sur ses biens personnels. C'est un statut, le statut d'entrepreneur individuel, qui semble assez protecteur. Pourquoi est-il si peu utilisé? Alors jusqu'à présent, on reprochait à l'EIRL un formalisme de constitution lourd et contraignant. L'entrepreneur, s'il ne respectait pas les règles de déclaration ou s'il ne listait aucun bien à affecter, cela a été qualifié par les juges de manquement grave et le statut lui était retiré. Maintenant, grâce à la loi Pacte, l'entrepreneur peut décider de ne déclarer aucun bien à affecter à son activité professionnelle tout en bénéficiant du statut de EIRL. Le fait de ne pas respecter les règles de déclaration d'affectation ne conduit plus non plus au retrait de ce statut. Donc si je comprends bien, en pratique, ça permet donc à l'entrepreneur de pouvoir débuter son activité en tant que EIRL à partir de rien. Exactement. Mais l'entrepreneur qui, lui, dispose de ressources dès le début de son activité n'a pas pour autant été oublié par la loi Pacte. Ainsi, s'il souhaite, lors de la constitution de l'EIRL, affecter des biens qui, unitairement, ont une valeur supérieure à 30 000 €, il ne sera plus obligé de faire évaluer ces biens par un expert. Tout est donc fait pour inciter le plus d'entrepreneurs possible à choisir le statut de EIRL. Oui, et la loi Pacte va d'ailleurs encore plus loin. Désormais, toute personne qui souhaite exercer une activité professionnelle en son nom propre devra déclarer obligatoirement lors de la création de son entreprise si elle souhaite exercer en tant qu'entrepreneur individuel ou en tant qu'EIRL. D'accord, bien, merci Noël. Venons-en maintenant au statut du conjoint du chef d'entreprise travaillant dans l'entreprise familiale. Alors, il est courant que le conjoint ou le partenaire pacsé du chef d'entreprise travaille dans l'entreprise familiale. Dans ce cas-là, le chef d'entreprise a l'obligation de déclarer son activité auprès des organes compétents. Mais en pratique, il s'avère que dans bon nombre d'entreprises, le conjoint ou partenaire n'est pas déclaré alors qu'il exerce un travail effectif. Donc cette situation, elle est naturellement très préjudiciable au conjoint ou au partenaire qui n'a alors ni couverture sociale, ni droit personnel à la retraite ou au chômage. C'est pour cela que la loi Pacte impose désormais le statut de conjoint salarié en l'absence de déclaration. Si la loi impose à présent un statut par défaut, le chef d'entreprise se trouve alors par voie de conséquence libéré de son obligation de déclarer. C'est bien ça? Alors, pas tout à fait, parce qu'il faut savoir qu'il existe différents statuts que le conjoint ou le partenaire pacsé peut avoir s'il travaille dans l'entreprise familiale. On parlera du statut du conjoint salarié, le statut du conjoint collaborateur et celui du conjoint associé. Le statut de conjoint salarié est certes le plus protecteur, mais aussi le plus coûteux pour l'entreprise en raison notamment des cotisations sociales. Si l'entreprise ne peut pas assumer ce coût, le dirigeant doit alors penser à déclarer son conjoint ou partenaire dès lors bien sûr qu'il travaille dans l'entreprise et à opter soit pour le statut de conjoint collaborateur, soit le cas échéant pour le statut de conjoint associé. Très bien, merci Noël pour ce tour d'horizon sur la situation juridique des dirigeants de PME et des entrepreneurs depuis l'entrée en vigueur de la loi Pacte. La loi Pacte comporte également un volet consacré à l'épargne salariale, qu'il s'agisse de la participation, l'intéressement ou les plans d'épargne salariale. Il ne s'agit pas d'une réforme d'envergure, on se retrouve plutôt face à une multitude de mesures techniques. Nous accueillons Frédérique Roseau, rédactrice en chef adjointe de RF Social, pour nous exposer les principales nouveautés sur ces questions. Bonjour Frédérique. Bonjour Marianne. Alors nous avons parlé tout à l'heure avec Karina Flalo des nouvelles règles en matière de calcul des effectifs. Il semblerait qu'elles concernent également l'épargne salariale.
Et oui, la loi Pacte, effectivement, modifie les calculs d'effectifs et les nouvelles règles de calcul d'effectifs sécurité sociale en matière d'effectifs et de franchissement des seuils d'effectifs vont s'appliquer à l'épargne salariale, qu'il s'agisse de l'intéressement, de la participation ou les plans d'épargne salariale. Concernant la participation, il y a une particularité, c'est que l'effectif va se calculer soit au niveau de l'entreprise, soit au niveau de l'unité économique et sociale, quand c'est nécessaire. Alors, concernant la participation au résultat de l'entreprise, est-ce que le seuil de 50 salariés reste applicable ? Le seuil reste tout à fait applicable. Le fait que la loi Pacte change le mode de calcul des effectifs, effectivement, ça va concerner, je l'ai dit, la participation. Et pour les entreprises qui vont atteindre ou dépasser ce seuil de 50 salariés, elles seront assujetties à la participation si l'effectif est atteint pendant 5 années consécutives. En pratique, ça veut dire que l'obligation va s'appliquer à compter du premier exercice ouvert après la période des 5 années. La loi Pacte change le salaire pris en compte pour répartir la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires, mais dans quelle mesure, Frédéric ? Lorsque la réserve spéciale de participation est répartie proportionnellement au salaire, la rémunération qui est prise en compte est plafonnée. Et ce salaire plafonné, eh bien, il était jusqu'à présent de 4 plafonds annuels de la sécurité sociale et s'est abaissé à 3 plafonds annuels de la sécurité sociale. Un autre changement, cette fois-ci sur l'affectation de la participation. Est-ce vraiment la fin de l'affectation à des comptes courants bloqués ? Alors, en principe, oui, mais évidemment, il y a des exceptions, sinon ce ne serait pas drôle. Donc, le principe, c'est que la loi Pacte supprime la possibilité d'affecter les sommes constituant la réserve spéciale de participation à un compte courant bloqué qui est géré par l'entreprise. Donc, il ne reste plus, dans ce cas-là, la possibilité que de placer les sommes dans un plan d'épargne salariale, PE, PEI ou PERCO. Par exception, les entreprises qui pratiquaient jusqu'alors ces placements en compte courant bloqué, le 23 mai, elles vont pouvoir continuer cette affectation, mais il va y avoir une fin quand même, c'est-à-dire que la possibilité va disparaître à la fin de l'accord lorsque celui-ci était négocié à durée déterminée, ou alors, à mon sens, lorsque cet accord va être renégocié. Il me semble que ce n'est pas la seule exception. Non, il y a 2 autres exceptions. Alors d'abord, il y a les sociétés coopératives de production qui ne sont pas concernées par cet aspect de la réforme. Et puis, il n'y a pas de changement non plus pour les entreprises qui relèvent du régime d'autorité. Alors, quelles sont ces entreprises ? Eh bien, ce sont les entreprises qui relèvent des règles applicables en l'absence d'accord de participation. Très bien. La loi Pacte réforme les règles prévues pour l'intéressement sur plusieurs plans. Et tout d'abord, elle sécurise les accords d'intéressement, ce que les entreprises devraient apprécier. Oui, elles devraient l'apprécier puisque la loi va bien effectivement sécuriser les exonérations dont bénéficient les sommes qui sont distribuées au titre de l'intéressement. Alors, si on se positionne aujourd'hui, la Directe a un délai de 4 mois à compter du dépôt de l'accord d'intéressement pour demander le retrait ou la modification de clauses de l'accord qui sont contraires à la loi. Une fois que le délai est passé, l'administration, si elle n'a pas fait de demande, les exonérations sociales et fiscales attachées aux avantages qui sont accordés aux salariés au cours des exercices en cours ou antérieurs à la contestation ne peuvent plus être remis en cause. Il y a donc bien ici une sécurité, mais cette sécurité est limitée. Elle ne met pas l'entreprise à l'abri d'un redressement sur les exercices postérieurs pour la durée de l'accord restant à courir. La loi Pacte améliore ce procédé. Oui, elle le renforce effectivement et elle le divise en 2 temps. Alors, dans un premier temps, au terme des 4 mois du dépôt de l'accord, en l'absence d'observation de l'administration, les exonérations qui sont prévues par le Code du travail sont réputées acquises pour la durée de l'accord d'intéressement qui reste à courir. Dans un deuxième temps, au terme de 6 mois du dépôt de l'accord, donc 2 mois après le premier délai dont je viens de parler, en l'absence d'observation de l'administration, les exonérations fiscales et l'exonération de cotisation sociale, de sécurité sociale, sont sécurisées, là encore, pour la durée de l'accord. La loi apporte aussi des modifications dans la formule de calcul de l'intéressement. Oui, parce que la période de calcul de l'intéressement liée aux résultats, aux performances de l'entreprise, elle est en général annuelle ou infra-annuelle. Et depuis le 24 mai 2019, la loi permet de compléter par une formule avec un objectif pluriannuel. Par ailleurs, l'intéressement, il s'applique en général au niveau de l'entreprise ou au niveau de certains établissements de l'entreprise. Et la loi Pacte crée la possibilité de mettre en place un intéressement de projet interne à l'entreprise. Il s'agit ici de prendre en compte un objectif commun à tout ou partie des salariés de l'entreprise, mais il est impératif pour cela que l'entreprise soit déjà couverte par un accord d'intéressement classique.
Alors comme pour la participation, la loi Pacte change les règles de répartition de l'intéressement. Dans quelle mesure le plafond individuel de l'intéressement est-il relevé ? Auparavant, le montant distribué à un même bénéficiaire ne pouvait pas excéder sur une année, sur un exercice, 50% du montant moyen du plafond annuel de la sécurité sociale. Eh bien, ce seuil est porté à un maximum de 75%. Et le plafonnement individuel de l'intéressement devient ainsi identique à celui qu'on connaît pour la participation. Alors, ce qu'il faut aussi citer, même si je ne le développe pas, c'est que la loi modifie également les règles de répartition pour les conjoints, les collaborateurs ou les associés non rémunérés. Les mécanismes de plafonnement de l'intéressement font qu'après répartition, il reste parfois des sommes à distribuer. La loi Pacte prévoit des règles pour répartir ce reliquat, comme cela existe pour la participation. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'employeur va désormais pouvoir distribuer ces sommes qui restent après la première répartition selon les mêmes modalités que pour la répartition initiale. Et vont être concernés par cette distribution complémentaire les salariés qui, au moment de la première répartition, n'avaient pas atteint leur plafond individuel, sachant qu'au cumul des répartitions, le plafond individuel est néanmoins maintenu. Cela étant, s'il reste au final de ces répartitions un reliquat, celui-ci ne sera pas redistribué au cours des exercices suivants, contrairement à ce qui existe pour la participation. Merci Frédéric. Nous allons maintenant aborder la question des plans d'épargne salariale, toujours avec vous, en commençant par le plan d'épargne d'entreprise, avec notamment des changements qui s'annoncent pour l'abondement au PEE. Oui, l'employeur peut abonder les versements que les salariés font dans leur PEE. Le montant de cet abondement, il est plafonné à 8% du plafond annuel de la sécurité sociale et il ne peut pas excéder le triple de ce qu'a versé le salarié. La loi permet à l'entreprise de majorer ces sommes à concurrence du montant que le titulaire du plan consacre à l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement qui sont émis par l'entreprise ou qui sont émis par une entreprise qui lui est liée dans la limite de 80%. Et la loi d'ailleurs revoit cette notion d'entreprise liée, puisque désormais, lorsqu'on parle d'entreprise liée sur ce plan-là, il s'agit des entreprises qui sont incluses dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l'article L3344.1 du Code du travail. La réglementation évolue aussi pour ce qui concerne les versements unilatéraux que l'employeur peut affecter dans un PEE. Dans quelles conditions cela devient-il possible et faut-il le prévoir dans le règlement du PEE? Oui, tout à fait. La loi Pacte permet à l'employeur d'effectuer des versements unilatéraux dans le PEE à condition que ces versements soient destinés, là encore, à l'achat d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise qui est inclue dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes. Et effectivement, comme vous le disiez, il faudra que cette possibilité soit prévue par le règlement du plan et ça supposera aussi une répartition uniforme à l'ensemble des salariés. Et les sommes ainsi versées, elles seront bloquées, elles aussi, 5 ans. Très bien. Quelques mots sur le plan d'épargne pour la retraite collective pour conclure ce volet de la loi Pacte consacré à l'épargne salariale. Que faut-il retenir des règles modifiées ? Alors, ce qu'on peut retenir déjà, c'est que la loi Pacte offre la possibilité de mettre en place des PERCO, même lorsqu'il n'y a pas de PEE prévu par l'entreprise. Et puis, la loi Pacte invite aussi les branches, ça avait déjà été fait dans le passé, elle revient dessus, elle invite les branches à mettre en place des PERCO, mais aussi des PEI, ou alors des dispositifs de participation ou d'intéressement. Tous ces dispositifs peuvent être directement applicables par les entreprises, et ce qui est visé, ce sont essentiellement les entreprises de moins de 50 salariés. Et puis pour finir, il faut dire que la loi Pacte prévoit un régime commun d'épargne retraite supplémentaire à l'horizon 2020. Elle crée donc un cadre commun juridique aux dispositifs existants sous la forme d'un plan d'épargne retraite qui doit entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2020. Donc, dans le prolongement de cette réforme, on parle de la réforme de la loi Pacte, il y en a déjà une autre qui s'annonce. Dans le prolongement de cette réforme, les dispositifs d'épargne retraite qui existent aujourd'hui, comme le PERCO, vont se retrouver dans ce dispositif juridique commun. Et ce travail d'harmonisation, il va être fait par voie d'ordonnance d'ici le 23 mai 2020. Très bien, merci Frédéric pour toutes ces nouveautés dont vous pouvez, là encore, retrouver les détails dans les feuillets hebdomadaires 3792 et 3793. Nous allons maintenant aborder le volet fiscal de la loi Pacte. Sophie Delage viendra tout à l'heure parler des mesures de la loi relative au PEA, au PEA-PME et à l'assurance vie. Mais pour cette présentation, j'accueille tout d'abord Sophie Merchat, rédactrice en chef du feuillet hebdomadaire, pour commenter le régime fiscal des BSPCE, puis le décompte des effectifs dans le cadre de certains régimes fiscaux de faveur.
Bonjour Sophie. Bonjour Marianne. Alors Sophie, comme l'a évoqué Noël tout à l'heure, la faculté d'attribuer des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises, les fameux BSPCE, est étendue aux administrateurs. Avec quel impact pour le régime fiscal de ces nouveaux bénéficiaires? Alors Sophie, effectivement, je rappelle que ces BSPCE, ils permettent à certaines sociétés en phase de développement d'attirer et de fidéliser leurs salariés en permettant d'acquérir des titres représentatifs du capital de la société à un prix fixé au jour de l'attribution des bons. Alors au moment de la revente des titres, cet élément de rémunération bénéficie d'un régime fiscal de faveur. Alors pour les salariés, le taux d'imposition du gain net réalisé lors de la cession des titres souscrits en exercice des bons dépend de la durée de l'activité exercée par le bénéficiaire dans la société attributrice ou une filiale ou la société mère. Eh bien, pour les BSPCE attribués aux administrateurs, eh bien, on va tenir compte du délai de la durée du mandat effectué par l'administrateur dans la société attributrice, une filiale ou la société mère. Ainsi, pour les bons attribués à compter du 23 mai 2019 aux membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout organe statutaire équivalent dans les SAS, eh bien, le gain net réalisé lors de la cession des titres souscrits en exercice des bons attribués est imposé au taux de 12,8%. Mais ce taux est porté à 30% lorsque le bénéficiaire aura exercé son mandat dans la société, la filiale ou la société mère depuis moins de 3 ans à la date de la cession. très bien. La loi assouplit également les modalités de fixation du prix d'acquisition des titres souscrits en exercice des bons. Est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement de quoi il s'agit? Alors en effet, je rappelle qu'en cas d'augmentation de capital par émission de titres conférant des droits équivalents à ceux résultant de l'exercice du bon, le prix d'acquisition des titres souscrits en exercice de ces bons ne peut pas être inférieur au prix des titres émis lors de l'augmentation de capital. Eh bien, afin de rendre le dispositif des BSPCE plus attractif pour les bons attribués à compter du 23 mai 2019, le prix d'acquisition des titres fixé lors de l'attribution des bons peut être diminué d'une décote, et cette décote, en fait, elle correspond à la perte de valeur économique du titre depuis cette émission. Merci. Autre sujet, la loi Pacte transpose dans certains régimes fiscaux de faveur les nouvelles règles de décompte des seuils d'effectifs prévus en matière sociale. Côté impôt sur les bénéfices, en premier lieu, il s'agit de l'exonération dans les zones franches urbaines territoires entrepreneurs, Sophie. Alors effectivement, pour les activités créées à partir du 1er janvier 2019 dans ces zones franches, la condition relative à l'effectif salarié est appréciée selon les modalités prévues par le Code de la sécurité sociale. Mais alors que le nombre de salariés employés était apprécié à la date de la création de l'entreprise ou de son implantation dans la zone, eh bien la loi Pacte prévoit que le décompte de l'effectif s'effectue au titre de chaque exercice. En outre, par renvoi aux règles du Code de la sécurité sociale, la perte de l'abattement dégressif n'intervient que si le seuil d'effectif est dépassé pendant 5 années consécutives. Et puis, je vais enfin signaler que l'exonération est réservée aux entreprises qui emploient moins de 50 salariés et non plus à celles de 50 salariés au plus. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, la condition relative à l'effectif salarié est également appréciée selon les modalités prévues par le Code de la sécurité sociale dans le cadre des 3 autres régimes. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage, Sophie? Alors, il s'agit d'abord de l'exonération des bénéfices dans les zones de revitalisation rurale. La condition relative à l'effectif salarié est là aussi apprécié au titre de chaque exercice. Et puis l'effet du franchissement du seuil d'effectif est le même que celui que j'ai indiqué à propos des zones franches urbaines, territoires entrepreneurs. Il s'agit ensuite de l'option des sociétés de capitaux pour le régime des sociétés de personnes. En la matière, compte tenu de la période de validité de l'option qui est de 5 ans, eh bien, le franchissement du seuil qui doit être apprécié selon les règles prévues par le Code de la sécurité sociale, c'est-à-dire une période de 5 années consécutives, n'entraînera pas en fait le retour à l'impôt sur les sociétés. Et puis il s'agit enfin du crédit d'impôt pour investissement en Corse dont bénéficient au taux majoré de 30% certaines très petites entreprises. Il s'agit de celles dont l'effectif
ne dépasse pas 11 salariés, au cours de l'exercice de réalisation des investissements éligibles, eh bien, l'effectif salarié est lui aussi apprécié au titre de chaque exercice. Et lorsqu'une entreprise constate à la clôture d'un exercice un dépassement du seuil d'effectif, elle ne va pas en fait perdre le bénéfice du crédit d'impôt auto-majoré au titre de l'exercice au cours duquel les investissements éligibles sont réalisés. Alors, les nouvelles modalités d'appréciation des effectifs en matière sociale sont également transposées à certaines exonérations de cotisations foncières des entreprises. Elles visent en premier lieu les coopératives agricoles. Alors, en effet, sous réserve que le nombre de salariés ne dépasse pas 3, les coopératives agricoles et certaines coopératives vinicoles sont exonérées de plein droit de la cotisation foncière des entreprises, la CFE. Eh bien, pour les impositions établies à compter de 2019 et des années suivantes, l'effectif est décompté selon les règles prévues par le Code de la Sécurité sociale. Mais pour la CFE, il y a une particularité puisque le nombre de salariés doit être apprécié non pas au cours de la période de référence, mais au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'imposition. Par ailleurs, lorsqu'une coopérative bénéficiant déjà de l'exonération constate qu'elle franchit le seuil d'effectif, elle ne perd le bénéfice de l'exonération que si ce seuil est atteint ou dépassé pendant 5 années consécutives. La loi Pacte institue par ailleurs une nouvelle exonération facultative de CFE des coopératives agricoles dont l'effectif salarié est compris entre plus de 3 et moins de 11 personnes. Alors là encore, l'effectif est apprécié selon les règles de la sécurité sociale. Et cette nouvelle exonération, elle est placée sous l'encadrement communautaire des aides de minimis. La loi prévoit qu'elle s'applique dès les impositions de CFE 2019, mais dans la mesure où elle nécessite une délibération de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, elle ne pourra s'appliquer en pratique, au plus tôt qu'à compter des impositions de CFE 2020. Et puis, cette exonération facultative de CFE, elle peut être accompagnée d'une exonération facultative de CVAE. Très bien. L'effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues en matière sociale pour l'exonération de CFE des entreprises implantées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Dans quelles conditions cette mesure s'applique-t-elle? Alors, elle concerne d'abord les établissements créés à compter du 1er janvier 2019. Là encore, la condition relative à l'effectif salarié doit être appliquée au titre de chaque exercice. Ainsi, la date d'appréciation de l'effectif n'est plus figée, telle qu'avant, à la date de la création. Lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà de l'exonération constate un franchissement du seuil d'effectif, déterminé conformément aux règles sociales, à savoir en fait une période continue de 5 ans, eh bien cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de l'exonération. La condition tenant au montant du chiffre d'affaires ou au total du bilan devrait aussi être appréciée au cours de chaque période de référence et non plus à la date de création de l'établissement. Très bien. Alors enfin, et ce sera notre dernier point ensemble, Sophie, au-delà des modalités d'appréciation des effectifs, la loi Pacte aménage le crédit de CFE en faveur des entreprises implantées dans les zones de restructuration de la défense. Alors en effet, puisque pour les impositions établies à compter de 2019, la condition relative à la durée de présence d'1 an du salarié est supprimée, de même que l'obligation déclarative qui y est liée. Et puis l'établissement doit relever d'une entreprise employant moins de 11 salariés, alors qu'avant c'était au plus 11 salariés. Et bien entendu, la condition relative à l'effectif salarié est appréciée selon les modalités prévues par le Code de la Sécurité sociale. Enfin, lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà du crédit d'impôt constate un dépassement du seuil d'effectif, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice du crédit d'impôt pour l'année au cours de laquelle le dépassement est constaté, ainsi que pour l'année suivante. Cette mesure est donc pérennisée. Merci Sophie pour ce point très précis. Nous allons terminer ce numéro spécial Loi Pacte avec la suite de notre volet fiscal. J'accueille Sophie Delage, rédactrice spécialisée pour parler PEA, PEA-PME et assurance vie. Bonjour Sophie. Bonjour Marianne. Alors première question, avec la loi Pacte, est-ce qu'il est encore opportun de détenir un PEA ou un PEA-PME? Alors c'est toujours une bonne idée de détenir un PEA puisque la fiscalité avantageuse du PEA comme du PEA-PME n'est pas remise en cause par la loi Pacte. Donc pour rappel, le plan d'épargne en actions permet d'acquérir, comme son nom l'indique, des actions de sociétés européennes
ou alors pour le PEA-PME, des titres de PME ou de TI. Pendant la vie du plan, eh bien, les dividendes et les plus-values sont exonérés de toute imposition à condition d'être réinvestis dans le plan. Et puis, en cas de retrait de liquidité ou de somme, eh bien, la plus-value latente sur le PEA est exonérée d'impôt sur le revenu, mais soumise aux prélèvements sociaux, à condition que le retrait intervienne à l'expiration de la 5e année du plan. Donc, ce qui est extrêmement avantageux par rapport à la détention des mêmes titres en compte titre ordinaire, puisque là, eh bien, les dividendes comme les plus-values sont soumis à l'impôt sur le revenu, donc prélèvement forfaitaire unique de 12,8% ou barème de l'impôt sur le revenu sur option, et puis également prélèvements sociaux. Bon, c'est une bonne nouvelle donc si la fiscalité avantageuse du PEA et du PEA-PME n'est pas remise en cause par la loi Pacte. Cependant, à la différence d'un compte titre ordinaire où il n'y a pas de plafond, le plan ne peut être alimenté qu'à hauteur de 150 000 € pour le PEA classique et à hauteur de 75 000 € pour le PEA-PME. C'est bien ça? Alors oui, c'est ça. Si la loi Pacte ne modifie pas le plafond en numéraire des versements sur le PEA classique, qui reste fixé à 150 000 € par détenteur, eh bien, elle augmente en revanche le plafond du PEA-PME, puisque celui-ci passe de 75 000 à 225 000 à compter du 24 mai 2019. Mais attention, il y a un bémol quand même, c'est que ce plafond de 225 000 est un plafond global. C'est-à-dire que si jamais le détenteur du PEA-PME est également détenteur d'un PEA classique, eh bien la somme des versements en numéraire ne pourra pas dépasser 225 000 €. Et puis, petite précision également, eh bien, dans le PEA-PME, de nouveaux titres sont éligibles. On citera notamment les titres de financement participatif, les mini-bons et également les obligations remboursables en actions. Ces plafonds en numéraire, on l'a dit, 150 000 € pour le PEA classique et désormais 225 000 € pour le PEA-PME, sont applicables par contribuable ou par chacun des époux ou partenaires liés par un PACS. Il me semble que désormais, les enfants à charge peuvent ouvrir un plan aussi. Oui, c'est ça, vous avez raison. Le PEA devient accessible aux enfants majeurs qui sont rattachés au foyer fiscal de leurs parents. Donc sont visés eh bien, les enfants majeurs de 21 ans ou alors 25 ans, enfin de moins de 25 ans lorsqu'ils poursuivent leurs études, ou encore les enfants majeurs, quel que soit leurs âges, qui sont atteints d'une infirmité ou donc qui effectuent leur service militaire. Donc ce plafond pour le nouveau PEA des majeurs est fixé à 20 000 € et il est normalement accessible à compter donc, du 24 mai 2019. Très bien. Alors vous avez parlé tout à l'heure, Sophie, d'un plafond global de versement de 225 000 € lorsqu'on est détenteur à la fois d'un PEA classique et d'un PEA-PME. Les 20 000 € de ce nouveau PEA jeune sont-ils compris dans ce plafond global ? Non, il s'agit d'un plafond autonome, totalement indépendant des autres plafonds. Et ce plafond est en vigueur donc jusqu'au rattachement, jusqu'à la fin du rattachement de l'enfant majeur au foyer fiscal de ses parents. D'accord. Et là, son PEA deviendra donc un PEA classique avec un plafond de 150 000 €, comme les parents. Exactement. Voilà, très bien. L'autre grand apport de la loi Pacte au sujet des PEA, c'est quand même d'avoir assoupli les règles de retrait et de clôture en supprimant le délai de 8 ans en dessous duquel tout retrait ou rachat partiel sur le plan entraînait sa clôture, pour le ramener à 5 ans à compter du 24 mai 2019. Oui, c'est exact. La loi Pacte va vraiment simplifier les règles de fonctionnement du PEA comme du PEA-PME, puisque jusqu'au 23 mai 2019, lorsqu'un retrait était effectué sur le PEA à l'expiration, après l'expiration de la 5e année, eh bien, au-delà du fait qu'il était exonéré d'impôt sur le revenu et que seuls les prélèvements sociaux étaient dus, eh bien, il fallait encore distinguer une deuxième période, savoir si le retrait était intervenu entre 5 ans et 8 ans ou après 8 ans. Lorsque le retrait était intervenu entre la 5e et la 8e année, eh bien, il entraînait la clôture du plan, alors qu'en revanche, s'il intervenait après l'expiration de la 8e année du plan, eh bien, le plan était poursuivi et en revanche, il n'y avait plus de possibilité de faire de versement. Donc, à compter du 24 mai 2019, eh bien, la durée de détention requise pour la poursuite du plan est alignée sur celle requise pour l'exonération
d'impôt sur le revenu. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, si un retrait de somme ou de valeur a lieu à l'expiration de la 5e année, eh bien, il n'entraîne plus la clôture du PEA ou du PEA-PME. D'accord. Alors si les retraits ou les rachats effectués au-delà de la 5e année n'entraînent plus la clôture du compte, est-ce que l'interdiction de procéder à de nouveaux versements est maintenue, elle ? Alors non, aujourd'hui, si vous faites un retrait ou de liquidité ou un rachat, eh bien, à l'expiration de la 5e année, cela non seulement n'entraîne plus la clôture, mais en plus, vous pouvez faire d'autres versements en numéraire dans la limite, bien évidemment, de votre plafond. Ce qui signifie que non seulement eh bien, les dividendes et les plus-values qui étaient relatives au placement sur le plan continuent de s'accumuler en exonération d'impôt sur le revenu, mais également eh bien, tous les nouveaux titres qui vont être acquis grâce à vos nouveaux versements. Et que se passe-t-il lorsque les retraits ou les rachats interviennent avant l'expiration de la 5e année de fonctionnement du plan ? Alors en principe, les retraits ou rachats intervenus avant la 5e année d'expiration du plan entraînent la clôture du plan et puis bien évidemment l'imposition de la plus-value latente, sauf en cas de reprise ou création d'entreprise. Par dérogation, à compter du 24 mai 2019, eh bien, des retraits ou des rachats pourront intervenir avant l'expiration de la 5e année sans entraîner la clôture du plan lorsque le titulaire donc, est licencié ou alors reconnu invalide en 2e ou 3e classe ou encore mis à la retraite anticipée. Alors ça concerne aussi bien le titulaire que son conjoint ou son partenaire de PACS. Et alors dans ce cas particulier de retrait avant 5 ans qui résulterait du licenciement, de l'invalidité ou de la mise à la retraite anticipée sans entraîner la clôture, est-ce que le gain est exonéré d'impôt sur le revenu, comme en cas de retrait ou de rachat destiné à la création ou à la reprise d'une entreprise? Alors non, dans ce cas, il serait bien évidemment soumis à l'impôt sur le revenu, donc soit le PFU de 12,8, soit sur option le barème de l'impôt sur le revenu et puis les prélèvements sociaux. Et dans ce cas-là, le gain serait déterminé comme pour les prélèvements sociaux, c'est-à-dire à proportion du montant retiré par rapport à la valeur liquidative totale du plan au moment du retrait ou du rachat. D'accord. Et pour l'assurance vie, on a beaucoup parlé de transférabilité des contrats. Qu'en est-il exactement ? Alors aujourd'hui, avec la loi Pacte, à compter du 24 mai 2019, eh ben, l'ensemble des contrats d'assurance vie ou des bons de capitalisation ouverts auprès d'un organisme assureur eh bien, peuvent être transférés sur des contrats ou des bons de capitalisation ouverts auprès de ce même organisme assureur, dès lors qu'ils sont libellés en unité de compte ou alors en eurocroissance, et ce, sans entraîner les conséquences fiscales d'un dénouement. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Mais en revanche, eh bien, si jamais le transfert a lieu sur une compagnie extérieure, une compagnie différente, là, ça entraîne eh bien, les conséquences d'un dénouement, les conséquences fiscales d'un dénouement. Alors, pour le transfert auprès de du même organisme assureur, eh bien, cela va se faire soit par la voie d'un avenant, soit par la souscription d'un nouveau bon ou contrat. D'accord. On peut également préciser que la loi Pacte a renforcé les obligations d'information qui pèsent sur l'assureur. Communication des performances des contrats, transparence concernant les frais prélevés, les éventuelles rétrocessions de commissions notamment, et assoupli l'allocation d'actifs des contrats eurocroissance. Oui, et puis pour conclure, on peut quand même signaler aussi le dispositif d'exonération temporaire d'impôt sur les revenus pour les produits des bons ou contrats qui ont plus de 8 ans, dès lors que les versements vont alimenter le futur plan d'épargne retraite dont on attend les ordonnances. Alors bien évidemment, cette exonération d'impôt sur le revenu est soumise à des conditions. D'abord, il faudrait que le retrait ou le rachat intervienne avant 2023, qu'il intervienne également plus de 5 ans avant l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite. Et dans ce cas-là, eh bien, les produits imposables seront exonérés dans la limite annuelle donc de 4 600 € pour les contribuables seuls, veufs ou divorcés et 9 200 € pour les contribuables soumis à imposition commune.
Merci Sophie pour toutes ces précisions. Merci Marianne. C'est la fin de ce magazine, merci de votre attention et rendez-vous en juillet, toujours en compagnie des experts de la revue Fiduciaire pour un dernier numéro avant notre pause estivale.